Les éditions lelivreaudio.com, en collaboration avec le site internet techno-science.net, comme fournisseur des contenus, vous proposent une sélection de nouvelles techniques et scientifiques issues du site techno-science.net. Je vous propose de passer en revue les sujets qui seront abordés lors de cette 5e édition maintenant. Une mystérieuse substance liée à la somnolence extrême, la dystrophie musculaire oculopharyngée, mieux comprise. Suivre ses signes vitaux avec son iPhone. L'histoire de 2 génomes de chauve-souris. 1 million d'heures de films européens dormiraient dans des archives. Des tables de fête plus saines. L'assemblage de nano-objets à ADN s'accélère. Collaboration franco-américaine sur le suivi des gaz à effet de serre. Un pronostic pour l'évolution de certaines déficiences intellectuelles. La thérapie génique, effective pour la maladie de Canavan. Reproduire et comprendre l'évolution des bactéries dans un tube à essai. Un nouveau bras robotisé contrôlé par la pensée. Bioplastique, créer de nouveaux matériaux biosourcés. Vie et terre, une mystérieuse substance liée à la somnolence extrême. Des chercheurs ont découvert une substance dans le cerveau de personnes ayant une affection rare appelée hypersomnie ou somnolence extrême qui pourrait permettre d'expliquer pourquoi certains individus ne peuvent rester alertes et éveillés. La somnolence diurne extrême diffère du simple fait de se sentir léthargique après une courte nuit. Les patients ont un sommeil en permanence, malgré des heures de sommeil normales, ou même prolongées jusqu'à 75 heures par semaine. De fortes doses de médicaments favorisant l'éveil ne semblent pas efficaces non plus. En fait, certains patients disent que si les amphétamines les rendent physiquement éveillés, entre guillemets, ils ont néanmoins l'impression de rester dans un brouillard pris dans un voile de somnolence. La cause de l'hypersomnie demeure inconnue. David Rai et ses collègues ont découvert une mystérieuse substance dans le liquide céphalorachidien d'un petit groupe de patients diagnostiqués avec une hypersomnie primaire. La substance s'avère être une petite molécule, probablement un peptide, qui mime l'action pharmacologique des sédatifs et des somnifères. La substance agit en stimulant les effets d'un neurotransmetteur inhibiteur du cerveau, le GABA, ou acide gamma-aminobutyrique. Normalement, le GABA réduit l'activité du cerveau surexcité, entre guillemets, en inhibant les neurones. La surexcitation pouvant déclencher des crises d'épilepsie, de l'irritabilité ou de l'insomnie. L'action du GABA peut néanmoins être bloquée par un produit appelé le flumazénil, qui est utilisé pour accélérer la fin de l'anesthésie chez les patients qui ne se réveillent pas assez vite après une opération ou qui ont déjà fait une overdose de médicaments tels que le Valium. Les auteurs ont choisi de donner du flumazénil à des patients somnolents avec l'objectif de contrecarrer l'effet du GABA et donc la somnolence. Cette tactique a marché pour 7 des 32 patients. Une patiente a pu reprendre son travail de juriste après quelques années de traitement au flumazénil. Ce résultat suggère que dans certains cas, la somnolence peut être due à une augmentation de la fonction inhibitrice d'un neurotransmetteur et qu'elle peut alors être traitée en bloquant cette activité. Vie et terre, la dystrophie musculaire oculopharyngée mieux comprise. L'équipe de François Bachan, professeur à la faculté de médecine et des sciences de la santé et chercheur au centre de recherche clinique Étienne Lebel du CHUS, vient de faire une percée majeure dans la compréhension de la dystrophie musculaire oculopharyngée, DMOP. Actuellement répertoriée dans plus de 35 pays, cette maladie a une forte prévalence dans la population québécoise et affecterait environ 1 personne sur 1000. Connu pour entraîner une chute des paupières et des difficultés de déglutition chez les patients atteints, le DMOP est causé par des mutations dans le gène codant pour la protéine PABPN1. Toutefois, la base moléculaire par laquelle ces mutations entraînent la DMOP reste encore inconnue.
Mais les travaux du laboratoire de François Bachan ont permis d'identifier une nouvelle fonction pour la protéine PABPN1. En utilisant une nouvelle approche génomique de séquençage à haut débit, RNA sequencing, ils ont pu comparer les niveaux d'expression de tous les gènes dans des cellules normales ainsi que dans des cellules déficientes en PABPN1. Ils n'ont remarqué que très peu de changements au niveau de l'expression des ARN messagers, qui sont intermédiaires entre le gène et les protéines, macromolécules de la cellule accomplissant les réactions chimiques nécessaires d'un être vivant. Toutefois, et de façon inattendue, les résultats de séquençage à haut débit ont révélé que le manque de PABPN1 dans les cellules humaines entraîne une accumulation de plusieurs ARN non codants, contrairement au concept selon lequel cette protéine ne fonctionne exclusivement que via les ARN messagers. Les ARN non codants représentent une nouvelle classe d'ARN qui participe au fonctionnement des cellules tout en n'exprimant pas de protéines. La découverte d'une fonction pour PABPN1 dans la régulation des ARN non codants soulève donc la possibilité que la dystrophie musculaire oculopharyngée est causée par des défauts dans l'expression d'ARN non codants, une hypothèse à l'étude par l'équipe du professeur Bachan. Les travaux feront aussi progresser notre compréhension sur les fonctions cellulaires des ARN non codants, qui a été décrit comme la matière noire du génome entre guillemets. Bien que nous sommes maintenant en mesure de détecter sa présence, ses fonctions et activités restent mal comprises. Les travaux ont été publiés le 15 novembre 2012 dans PLOS Genetics, une des revues les plus renommées en génétique humaine. L'étudiante à la maîtrise, Anne-Marie Landry-Voyer, du département de biochimie, a grandement contribué à cette découverte en participant à l'élaboration de l'approche permettant de mesurer les niveaux d'expression de tous les ARN à l'échelle du génome humain. Article complet en anglais www.plosgenetics.org. Multimédia. Suivre ses signes vitaux avec son iPhone. Scanadu, une start-up californienne basée dans un centre de recherche de la NASA, a développé un système permettant de mesurer ses principaux signes vitaux avec un appareil portatif à connecter à un iPhone. Un pas de plus vers la télémédecine, dans un pays qui connaît un fort vieillissement de sa population. L'appareil baptisé Scout est de la taille d'une paume de main, en forme de carré à appliquer contre la tête. Il est composé de thermomètres infrarouges, d'électrodes et de photoplétismographes PPG permettant de mesurer le débit sanguin. Il dévoile un check-up relativement complet des données biologiques, rythme cardiaque, température corporelle, tension artérielle, oxygénation du sang et activité électrique du cœur, le tout avec un taux d'exactitude de 99%. Les données sont ensuite transférées sur l'application Scanadu via Bluetooth, qui analyse l'ensemble en une dizaine de secondes, établit un diagnostic et en assure un suivi. À noter également que ces informations peuvent être transmises au médecin de l'utilisateur. Cet appareil pourrait satisfaire nombre de patients nécessitant d'effectuer des analyses régulières et contraints à ce jour à se déplacer systématiquement chez le médecin. Le fondateur et PDG de Scanadu, Walter de Brouwer, compare d'ailleurs cette évolution au thermomètre qui avait révolutionné les soins de santé à domicile dans les années 1800. L'entreprise tente pour l'instant de recevoir l'aval de la FDA, l'Agence américaine des médicaments et des produits alimentaires, et entre en contact avec des hôpitaux afin de mettre en place un essai clinique. Une commercialisation de l'appareil est envisagée d'ici la fin 2013 pour un tarif de $150. La société travaille en parallèle sur 2 autres modèles, ScanFlow, un test d'analyse d'urine jetable permettant de détecter d'éventuels problèmes rénaux, d'infections ou liés à la grossesse, ainsi que ScanAflu, test d'analyse salivaire permettant de détecter des problèmes liés aux voies respiratoires supérieures comme les grippes ou les angines. Vie et terre, l'histoire de 2 génomes de chauve-souris.
Les chauves-souris, seuls mammifères capables de voler durablement, hébergent aussi certains des virus les plus pathogènes, comme celui d'Ebola ou du SARS. La comparaison du génome des deux espèces éloignées de chauves-souris éclaire maintenant sur les mutations génétiques qui ont transformé ces mammifères uniques au cours de la révolution. Guojie Zhang et ses collègues ont séquencé le génome de la chauve-souris frugivore Pteropus alecto et celui de l'insectivore Myotis davidii pour identifier les changements qui ont pu accompagner leur évolution. Les chercheurs ont trouvé un nombre étonnamment élevé de gènes de réparation de l'ADN subissant une sélection dans les deux génomes, et ils suggèrent que de telles mutations ont aidé ces animaux à optimiser leur métabolisme et leur envol. Zhang et les autres chercheurs ont aussi identifié des gènes liés au système immunitaire qui ont été perdus ou subissent actuellement une sélection, ce qui pourrait aider à expliquer pourquoi les chauves-souris sont de tels réservoirs de maladies. Multimédia. 1 million d'heures de films européens dormiraient dans des archives. D'après un nouveau rapport de la Commission européenne, la plupart des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique européen n'a pas encore pris le tournant du numérique et ne peut donc toujours pas conserver de films sous cette forme. Une partie de nos films risque ainsi d'échapper définitivement aux générations futures, à l'instar des films muets dont 10% seulement ont pu être conservés. Pour des raisons de formatage et d'interopérabilité, certains films datant des débuts de l'ère numérique risquent eux aussi de disparaître à jamais. Les nouvelles technologies nous permettraient d'accéder à 1 million d'heures de films dont les bobines sont actuellement enfermées dans des archives. Pourtant, 1,5% seulement du patrimoine cinématographique européen est accessible au public, que ce soit de manière gratuite ou payante. Selon Madame Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission européenne, il est ridicule que notre patrimoine cinématographique ne soit pas visible au XXIe siècle. La culture est au cœur de l'Europe et le cinéma est au cœur de la culture. Je suis déterminé à mettre cet héritage cinématographique en ligne et je ferai en 2013 une proposition pour aider les États membres et les milieux concernés à unir leurs forces dans ce but. Fin de citation. 1,5% seulement du patrimoine cinématographique européen a été numérisé. Or, la numérisation est un préalable indispensable à l'accessibilité en ligne. Sans elle, les cinéphiles continueront à être privés des possibilités qu'offre l'environnement en ligne. Cette situation n'est pas due à un manque d'intérêt. En 2009, par exemple, 2 millions de films ont été visionnés sur la plateforme en ligne Europa Film Choosers, financée par l'Union européenne. Parmi les obstacles actuels à la numérisation figurent le manque de fonds publics et privés et la complexité des procédures d'autorisation des droits, qui sont à la fois longues et onéreuses. La Suède et le Royaume-Uni sont en revanche considérés comme des exemples de bonnes pratiques en la matière. Contexte. La Commission considère que les États membres devraient intégrer la préservation du patrimoine cinématographique dans leur stratégie de numérisation et leur politique d'archivage, ce qui devrait notamment se traduire par un enchérissement du catalogue de films accessibles par le portail Europeana. Il est nécessaire de mettre au point des techniques de financement et de collecte innovantes en poursuivant par exemple les recherches sur les techniques de balayage des films d'archives qui pourraient réduire le coût de la numérisation. Il convient aussi d'améliorer les ressources, les installations et les compétences nécessaires à la conservation des films, qu'ils soient numériques ou analogiques. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 16 novembre 2005 une recommandation sur le patrimoine cinématographique. La mise en œuvre de cette recommandation a fait l'objet d'un premier rapport en août 2008, puis d'un deuxième en juillet 2010. Le troisième, publié cette année,
analyse les réponses transmises par les États membres en réponse à un questionnaire de la Commission. Ces rapports nationaux sont disponibles en ligne en anglais et en langue originale. En janvier 2012, la Commission a publié une étude réalisée par des experts indépendants sous le titre « Agenda numérique pour le patrimoine cinématographique européen ». Elle avait auparavant adopté en octobre 2011 une recommandation sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique qui vise l'ensemble du patrimoine culturel européen, quelle que soit sa forme, y compris le patrimoine cinématographique. En parallèle, la Commission entamera en 2013 un dialogue avec les milieux intéressés sur certains problèmes urgents liés aux droits d'auteur, notamment à la conservation et à l'accessibilité en ligne d'œuvres du patrimoine cinématographique, et elle étudiera l'opportunité de proposer en 2014 des mesures législatives pour moderniser la directive 2001/29/CE sur le droit d'auteur dans la société de l'information, y compris en matière d'exception et de limitation. Vie et terre, des tables de fête plus saines. Les chercheurs européens sont en passe de trouver une alternative à l'adjonction de dioxyde de soufre au vin rouge et à d'autres aliments, tels que les fruits secs, avec à la clé l'espoir de fêtes plus saines pour des millions de personnes. Le dioxyde de soufre, le SO2, étiqueté E220 sur les emballages alimentaires, est utilisé comme conservateur pour certains fruits secs et comme antimicrobien et antioxydant en vinification. Si le dioxyde de soufre ingéré en petite quantité est toléré par la plupart des gens, il peut quand même causer chez certains sujets des réactions allergiques ou d'autres effets indésirables tels que des maux de tête. Les membres du projet SO2CEI, financé par l'Union européenne et dirigé par TTZ Bremerhaven, un centre de recherche à but non lucratif établi en Allemagne, pense avoir aujourd'hui identifié une combinaison de deux extraits, l'un et l'autre naturellement présents dans le vin, qui pourrait être utilisé en remplacement du dioxyde de soufre. Son utilisation permettrait par exemple de réduire les quantités de SO2 dans le vin de plus de 95%. Du vin contenant le nouvel additif a déjà été testé au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne, où il a été jugé aussi bon que les bouteilles de référence contenant du soufre. Un nouveau lot a été embouteillé en mai 2012 et les bouteilles en question seront ouvertes en janvier 2013 par les 9 membres du projet. De nouveaux tests seront réalisés 4 mois plus tard. Si ces tests sont concluants, la faisabilité technique du nouvel additif aura été démontrée et les procédures en vue de son autorisation pourront être lancées. Contexte. Le principal avantage du dioxyde de soufre est sa propriété antioxydante combinée à sa capacité d'inhiber le brunissage enzymatique entre guillemets de denrées alimentaires telles que des pommes fraîchement coupées. Le dioxyde de soufre agit en outre comme un conservateur alimentaire empêchant la croissance microbienne. Toutefois, le SO2 et les sulfites réduisent fortement l'absorption de la vitamine B1. Or, la moins bonne absorption de cette vitamine peut être à l'origine de différents problèmes de santé, comme des maux de tête chroniques ou une perte temporaire de la mémoire. Les asthmatiques sont particulièrement exposés. Chez ces patients, une absorption de moins de 10 mg de sulfite peut suffire à déclencher une crise d'asthme. D'une durée de 3 ans, le projet SO2CEI a démarré en juin 2009 avec un budget total de 4,1 millions d'euros, dont 3 millions d'euros sont financés par le 7e programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et le développement technologique. Les 9 membres du projet sont ITS Bremerhaven, l'Université de Bonn et Meyer Gemüsebearbeitung GmbH en Allemagne, l'Université de Wageningen et Frutarom Netherlands BV aux Pays-Bas, l'organisme de recherche en alimentation Camden BRI basé au Royaume-Uni, Bjurko Gori, un vinificateur, Technalia, une société de recherche appliquée, et Ecolo Productos Ecologicos, un producteur de denrées alimentaires biologiques en Espagne. Physique.
L'assemblage de nano-objets à ADN s'accélère. Dans les bonnes conditions, les scientifiques peuvent contraindre l'ADN à former à l'échelle du nanomètre des objets complexes d'une manière beaucoup plus efficace qu'avant, selon une nouvelle étude. Cette découverte devrait rendre la nanotechnologie avec ADN plus accessible pour des applications pratiques telles que la nanoélectronique ou les systèmes d'administration de médicaments. Dans de précédentes études, des scientifiques avaient pu produire une gamme impressionnante de nano-objets en 3 dimensions en repliant une armature d'ADN simple brin et en la fixant par de courtes agrafes entre guillemets d'ADN. Ce processus est plutôt lent, il demande plusieurs jours et génère à la fin une quantité relativement petite de produits. Jean-Philippe Sobchak et ses collègues en Allemagne ont étudié le processus du repliement avec un marqueur fluorescent pour évaluer la formation d'ADN double brin au cours de la réaction ou d'ADN simple brin lors du dépliement. Ils ont aussi congelé de manière ultra rapide des échantillons à différents moments et températures, puis étudié les produits. Les chercheurs ont trouvé des conditions de réaction qui accélèrent le repliement de plusieurs ordres de grandeur, qui ne durent que quelques minutes parfois et augmentent le rendement de près de 100%. Certains aspects de ce processus sont similaires au repliement des protéines, et ce processus accéléré pourrait peut-être un jour, supputent les chercheurs, devenir possible à l'intérieur des cellules. Vie et Terre, collaboration franco-américaine sur le suivi des gaz à effet de serre. Le CEA, le CNRS, l'Université Versailles-Saint-Quentin et la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, ont signé vendredi 14 décembre un accord de collaboration afin d'échanger sur les mesures atmosphériques des gaz à effet de serre, les GES, des réseaux français et américains. Côté français, le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, le LSCE, CEA, CNRS, UVSQ, développe en effet un réseau français de suivi atmosphérique des GES et coordonne la préparation du volet atmosphérique de l'infrastructure de recherche européenne ICOS, Integrated Carbon Observing System. La NOAA opère quant à elle un important réseau atmosphérique sur le continent nord-américain et maintient l'équivalent du mètre étalon pour la mesure des GES. Cet accord a pour but d'échanger sur les mesures obtenues sur les réseaux français et américains qui comptent plus de 20 observatoires atmosphériques répartis sur tous les continents, ainsi que de partager des expertises techniques de pointe sur les méthodes de mesure à haute précision des gaz à effet de serre. Il est également prévu de réaliser des mesures conjointes sur des sites partagés, tels que l'observatoire de Mace Head. L'observatoire de Mace Head est inclus dans le réseau RAMSES, un service d'observation labellisé par l'Institut national des sciences de l'univers du CNRS, formant la base du réseau atmosphérique ICOS France. Il est également prévu de réaliser des mesures conjointes sur des sites partagés tels que l'observatoire de Mace Head en Irlande, où des mesures sont opérées par le LSCE depuis 1992. Ces mesures communes permettent de détecter et corriger d'éventuels biais dans les concentrations de gaz à effet de serre rapportées par les différents laboratoires. L'accord prévoit également une collaboration scientifique autour de nouvelles méthodes de mesure telles que la technologie AirCore, un système de prélèvement atmosphérique passif novateur. La collaboration entre le LSCE et la NOAA bénéficiera fortement au développement d'ICOS en Europe. ICOS est une infrastructure de recherche européenne dédiée à l'observation systématique des gaz à effet de serre en Europe à travers 3 réseaux: suivi atmosphérique, suivi des écosystèmes, mesures marines. La phase préparatoire d'ICOS, financée par la Commission européenne, est coordonnée au LSCE et compte 17 pays participants. Le LSCE héberge également le centre thématique atmosphère d'ICOS.
Les mesures directes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, notamment le dioxyde de carbone et le méthane, sont la base de notre connaissance du cycle du carbone. C'est grâce à ces mesures que peut s'observer l'impact des émissions liées aux activités humaines. En utilisant des modèles atmosphériques, on peut estimer les sources et puits de carbone à la surface de la Terre. Aujourd'hui, grâce à cette collaboration entre ces deux importants réseaux mondiaux, ces estimations qui sont cruciales pour une meilleure compréhension du changement climatique et une meilleure prédiction de son évolution future pourront atteindre une précision fortement accrue. Vie et terre, un pronostic pour l'évolution de certaines déficiences intellectuelles. Vivre avec un enfant atteint de déficience intellectuelle représente un défi pour les parents. Quels soins doit-on prodiguer à l'enfant et quel sera son avenir? Ces sujets sont une source de questionnement pour la majorité des parents, mais les réponses peuvent être particulièrement difficiles à trouver pour ceux dont l'enfant est atteint d'une déficience intellectuelle. Le docteur François Corbin, médecin biochimiste et professeur au département de biochimie de l'université de Sherbrooke, a découvert un test qui permet de prédire la sévérité de la déficience intellectuelle chez les individus atteints du syndrome de l'X fragile. Un test moléculaire permettant de diagnostiquer la maladie existe déjà, mais le nouveau test permet plutôt un pronostic. Il permet de prévoir ce qui va se passer du point de vue de l'évolution du syndrome, explique le docteur Corbin. Il s'agit d'un complément au test actuel. L'X fragile, première cause héréditaire de déficience intellectuelle. Le syndrome de l'X fragile affecte environ 2% de la population et est la cause de 2% des cas de déficience intellectuelle. Le syndrome est imputable à une mutation au niveau du gène FMR1, Fragile X Mental Retardation 1. Cette mutation entraîne la réduction, voire l'absence de la protéine FMRP, Fragile X Mental Retardation Protein. Cette faible quantité de protéines est à l'origine de la déficience intellectuelle associée au syndrome de l'X fragile. Le test élaboré par le professeur Corbin permet d'évaluer le niveau de cette protéine dans le sang pour ainsi prévoir, dans une certaine mesure, à quel point la déficience intellectuelle sera importante chez l'individu testé. Le syndrome, une maladie orpheline plutôt rare, cause généralement une déficience intellectuelle plus importante chez les garçons que chez les filles. Cela est dû au fait que la maladie est en lien avec le chromosome X, présent en paire chez les filles, XX, mais en un seul exemplaire chez les garçons, XY. Avoir deux chromosomes X permet aux filles de produire plus de protéines FMRP que les garçons qui n'en ont qu'un seul. Plus le taux de protéines est faible, plus la déficience est sévère. C'est pourquoi les garçons sont pour la plupart affectés de manière plus prononcée que les filles. Chez les filles, la déficience est habituellement de légère à modérée, alors qu'environ le tiers des cas n'est pas du tout affecté. En général, les filles vont être en mesure de subvenir à leurs besoins, parfois en ayant besoin d'un certain soutien, mais elles sont pour la plupart autonomes. Dans le cas des garçons, par contre, l'atteinte est de modérée à sévère. Cela se manifeste habituellement par un déficit d'attention, de l'anxiété, de l'agressivité envers les autres et envers soi, une grande sensibilité à l'environnement, etc. La déficience intellectuelle est donc importante. Les différentes capacités et les comportements varient en fonction du taux de FMRP. Planifier en conséquence. Lorsqu'on annonce le diagnostic de déficience intellectuelle aux parents, leur plan change envers leur enfant. Ils se demandent quelles attentes ils peuvent avoir par rapport à ce diagnostic, affirme le professeur. Grâce au nouveau test, on sera en mesure de pouvoir mieux informer les parents sur l'avenir de leur enfant. Par exemple, alors que les garçons sont généralement plus affectés que les filles, il est arrivé que certains garçons aient d'aussi bonnes capacités. On a vu des garçons se rendre au cégep
et certains possédant des quotients intellectuels jusqu'à 80, alors qu'habituellement les quotients intellectuels des garçons varient de 40 à 55, et que ceux-ci dépassent rarement la 3e année du primaire, explique le docteur Corbin. En les testant, on s'est aperçu que ces garçons avaient une quantité de protéines FMRP beaucoup plus élevée. Les résultats du test permettent donc de mieux planifier l'avenir de l'enfant et de prendre les moyens qui s'imposent pour l'aider convenablement. On peut aussi mieux prévoir si l'enfant pourra être autonome un jour ou s'il devra vivre avec ses parents toute sa vie, par exemple. Nous souhaitons que les parents aient des attentes réalistes. On veut pouvoir préparer les enfants et les parents à ce qu'ils vont vivre, indique le chercheur. Le taux de protéines FMRP est mesuré dans les plaquettes de sang et nécessite un échantillon de 4 ml de sang. On peut donc effectuer le test sur des enfants très jeunes. L'individu le plus jeune à avoir été testé à ce jour était âgé de 11 mois. Toutefois, le test moléculaire visant à vérifier la présence de la mutation sera privilégié en contexte prénatal chez les familles touchées par le X fragile afin de donner le choix aux parents d'interrompre ou non la grossesse. Vérifier les taux de protéines FMRP chez divers individus. Le test n'est pas encore sur le marché mais s'avère déjà prometteur. Des recherches sont en cours afin de mieux comprendre la variation du taux de FMRP dans différentes populations. Par exemple, on a testé 35 personnes atteintes de déficience intellectuelle, mais qui n'ont pas le syndrome X fragile. On a découvert que le taux de protéines chez ces personnes, qui est plus bas que la moyenne de la population générale, non atteinte de déficience intellectuelle. On se questionne donc à savoir si le taux de protéines peut être influencé par d'autres types de mutations génétiques que celles associées au X fragile. Le chercheur souhaiterait également effectuer des tests sur les porteurs de la maladie pour vérifier le taux de la protéine chez ces personnes. Le docteur Corbin est responsable de la première clinique de référence sur l'X fragile au Québec, située à Sherbrooke. Cette clinique offre aux personnes atteintes par le syndrome d'obtenir une évaluation complète, d'assurer leur suivi à long terme et de participer à différents projets de recherche, incluant des essais cliniques. La clinique regroupe une équipe composée, entre autres, de psychiatres, de neuropédiatres, de généticiens et de neuropsychologues. Vie était la thérapie génique effective pour la maladie de Canavan. Les résultats d'un essai clinique obtenu après une décennie montrent que la thérapie génique est une option réalisable pour traiter des enfants atteints de la maladie de Canavan, un trouble neurodégénératif qui débute à la naissance. Les personnes touchées par la maladie sont dépourvues d'une enzyme, l'aspartoacylase, codée par le gène ASPA. Sans cette enzyme, elles ne peuvent dégrader l'acide N-acétylaspartique ou NAA dans le cerveau. L'accumulation de NAA qui en résulte empêche la myéline, la gaine isolante qui entoure les neurones, de se développer. Ce résultat apporte la preuve de l'innocuité d'une thérapie génique utilisant un vecteur fait avec un virus dit associé à un adénovirus et qu'elle peut normaliser les taux de NAA dans le cerveau, ralentissant ainsi l'atrophie du cerveau. Paola Leone et ses collègues ont utilisé la thérapie génique pour transférer une copie fonctionnelle du gène ASPA chez 13 jeunes patients. Le gène était inséré dans un vecteur viral de type virus associé à un adénovirus. Après injection, le vecteur s'est lié à la membrane des neurones et a été absorbé par ces cellules. Une fois à l'intérieur, le gène a pu exprimer une aspartoacylase qui a détruit le NAA. L'équipe de recherche a ensuite suivi les patients pendant 5 ans après la fin de l'essai clinique et constaté une diminution du taux de NAA dans le cerveau, une baisse de la fréquence des risques des crises et une augmentation de la production de myéline. Aucun effet indésirable grave n'a été rapporté. Aujourd'hui, tous les patients sont en vie et leur qualité de vie s'est améliorée. Ces résultats montrent que la thérapie génique peut être un moyen sûr et efficace
de traiter la maladie de Canavan. Une détection précoce de cette maladie et un traitement par thérapie génique au cours de l'enfance pourrait être la meilleure façon de réduire les symptômes et de stabiliser à long terme les fonctions neurologiques selon les auteurs. Vie et terre. Reproduire et comprendre l'évolution des bactéries dans un tube à essai. La capacité des bactéries à produire des mutations et donc à s'adapter évolue en fonction de leur environnement et de leur niveau d'adaptation. C'est ce que viennent de montrer des chercheurs du laboratoire Adaptation et Pathogénie des micro-organismes, LAPM-CNRS, Université Joseph Fourier à Grenoble, en collaboration avec le Génoscope, CEA-IG Évry. Les mutations du génome des bactéries participent à leur capacité d'adaptation et sont, par exemple, responsables de l'émergence de bactéries multirésistantes aux antibiotiques ou de bactéries pathogènes responsables d'infections nosocomiales. Comprendre l'évolution des mécanismes qui contrôlent l'apparition des mutations est donc essentiel pour améliorer la lutte contre ces micro-organismes. Ces résultats viennent d'être publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, PNAS. Les mutations de l'ADN sont à l'origine des variations qui permettent l'évolution des organismes vivants. Elles peuvent avoir des effets positifs, négatifs ou neutres, et c'est l'équilibre entre ces différents effets qui va conduire à l'adaptation des organismes vivants à leur environnement. Comprendre comment la production de mutations varie au cours du temps est donc indispensable pour décrire les processus évolutifs. L'équipe dirigée par Dominique Schneider au sein du LAPM a utilisé la plus longue expérience d'évolution en cours dans le monde pour appréhender cette question. Dans le cadre de ce projet, des populations bactériennes ont été initiées à partir d'une cellule unique d'Escherichia coli, l'ancêtre, et sont cultivées nuit et jour, 365 jours par an, depuis 1988. Les chercheurs effectuent des prélèvements à intervalles réguliers sur ces populations et les conservent, ce qui permet d'obtenir de véritables archives fossiles vivantes et d'analyser leur évolution. Au cours de cette longue expérience, qui représente aujourd'hui plus de 55 000 générations, ce qui à l'échelle humaine correspond à près de 2 millions d'années, les chercheurs ont identifié une population de bactéries qui a vu sa capacité à produire des mutations augmenter de plus de 100 fois, constituant ce que les généticiens appellent une population hypermutatrice, avant de constater que cette capacité continuait à évoluer. En pratique, les chercheurs ont séquencé l'intégralité du génome bactérien à différents temps au cours de l'évolution. 171 clones bactériens au total, séquençage réalisé par le Génoscope. Les données de séquençage ont été intégrées à la plateforme Microscope, développée au Génoscope et comparée au génome de l'ancêtre. Après 20 000 générations, ils ont observé une augmentation très importante du nombre de mutations, la population étant devenue hypermutatrice. En effet, d'une moyenne d'environ 40 à 50 mutations par génome à 20 000 générations, les bactéries sont passées à une moyenne de plus de 700 mutations à 40 000 générations. Mais le plus étonnant est que cette évolution s'est produite en plusieurs étapes, avec une augmentation massive du taux de mutation, suivie d'une diminution de ce taux de mutation. L'équipe de Dominique Schneider a pu décrypter les mécanismes moléculaires mis en jeu dans ce processus multi-étapes, en analysant la séquence des génomes entiers de ces bactéries. Au niveau évolutif, cette population bactérienne est passée successivement d'une étape où le taux de mutation était élevé, ce qui lui a permis de s'adapter à son environnement, à une étape où le taux de mutation a diminué, mais est resté à un niveau intermédiaire, ce qui lui a permis de poursuivre son adaptation en conservant une probabilité plus élevée de trouver, entre guillemets, des mutations bénéfiques, tout en réduisant la proportion de mutations néfastes. Grâce à cette expérience d'évolution en tube à essai, les chercheurs ont pu comprendre les différentes étapes qui président in vivo à l'apparition de bactéries mutantes. De telles bactéries hypermutatrices sont connues
pour être associé à de graves problèmes de santé publique, comme l'apparition de maladies nosocomiales et de bactéries multirésistantes aux antibiotiques, ou de certains types de tumeurs chez les eucaryotes. Les chercheurs espèrent que le décryptage de ce processus au niveau du génome entier va permettre de modéliser le comportement des bactéries pathogènes, de contrôler leur capacité d'adaptation et, à terme, de développer de nouveaux outils thérapeutiques pour faire face aux infections bactériennes.